La semaine dernière, le 1er mai, on a entendu David Lisnard, le maire Les Républicains de Cannes et candidat à la présidentielle, encore un, dire ça. Imagine un pays où, pour fêter le travail, on t'interdit de travailler. Ou alors que tu peux et veux gagner plus ce jour-là, on ne te l'autorise pas. Ce pays, c'est notre pays, c'est la France. Et puis, ce qu'il faut surtout, c'est que tout le monde puisse travailler et qu'on soit payé double parce que c'est un jour férié. Alors, pour fêter le travail, eh bien, autorisons et libérons le travail en France. Alors, on peut pas dire que cette phrase nous ait pas un peu titillé. D'abord sur la forme. 1er mai, jour où on fête le travail, il y a des choses à dire là-dessus. Et puis sur le fond, la liberté de travailler plus, c'est un concept qui mérite un peu d'esprit critique. Donc prenons 2 minutes pour regarder de plus près la rhétorique de David Lisnard, profitons-en pour faire un peu d'histoire sociale et réfléchissons un peu à cette notion de liberté de travailler. Réfléchissez 2 minutes. C'est pas excessif. Alors, la fête du travail, ou la fête des travailleurs. Alors on va revenir sur comment il faut l'appeler dans une seconde, avant il faut regarder un peu d'où ça vient. Alors petite prise de recul. Dans l'histoire, il y a plusieurs formes de célébration du travail. Alors on peut en citer 2-3. Une première, c'est sous la Révolution française. Pendant la Révolution, en 1793, on adopte un nouveau calendrier. L'idée des révolutionnaires, c'est de faire la peau à tout ce qui est clérical, et donc, entre autres, de se réapproprier le décompte du temps, qui était bourré de fêtes religieuses et donc très imprégné par l'Église. Donc, nouveau calendrier. 12 mois de 30 jours, qui ont chacun 3 semaines de 10 jours, bref, on chamboule tout, et comme 12 fois 30, ça fait 360, il reste à la fin 5 jours. Et Fabre d'Églantine, qui supervise tout ça, a l'idée de faire 5 jours de fêtes républicaines. Fête de la vertu, fête du génie et fête du travail. Le duodie, 2e jour, sera consacré à l'industrie et à l'activité laborieuse. Les actes de constance dans le labeur, de longanimité dans la confection des choses utiles à la patrie, enfin tout ce qui aura été fait de bon, de beau et de grand dans les opérations manuelles ou mécaniques, et dont la société peut retirer avantage, sera préconisé publiquement et avec une pompe nationale, ce jour duodie, 2e jour des sans-culottides. Cette fête s'appellera la fête du travail. Alors parenthèse, le calendrier révolutionnaire, il n'a pas duré tant de temps que ça, il est resté quelques années. Alors nous, avec le recul, on peut trouver ça marrant de donner des noms de fleurs au mois de l'année et d'inventer des journées de 10 heures avec 100 minutes chacune, mais l'idée de réorganiser complètement la société, y compris dans la gestion du temps, c'était quand même assez fou. Bref, les révolutionnaires imaginent une fête pour célébrer le travail, l'artisanat, ce que les gens font et qui est utile. Maintenant, autre exemple de célébration du travail. Il faut parler d'un type qui s'appelle Jean-Baptiste André Gaudin. C'est un industriel au XIXe siècle, c'est celui qui a inventé les poêles en fonte, les fameux poêles Gaudin, qu'on produit encore. Alors parenthèse, poêle ou poêle, chacun sa religion. Mais c'est poêle. Alors Gaudin, c'est un ancien ouvrier. Il sait ce que c'est que les conditions de travail misérables. Et il s'intéresse à comment sortir les gens de la pauvreté. Alors de manière très pratique, mais aussi comment inventer un autre modèle. Et donc il imagine et il fait construire ce qu'il appelle un familistère. C'est dans le Nord, dans l'Aisne. C'est une sorte de bâtiment communautaire où vivent les ouvriers de son usine. Avec leur famille donc, d'où le nom. Et on y trouve aussi des services, donc un magasin, une école. Et puis peu à peu, il transforme ça en coopérative pour essayer de faire coexister capital et travail. Bref, c'est un industriel, c'est un patron, mais il est de gauche jusqu'au bout des ongles. Et alors Gaudin, il met en place une fête du travail, en juin, qui là-bas est encore célébrée aujourd'hui. Donc voilà une autre manière de fêter le travail, avec une perspective beaucoup plus lutte sociale. Maintenant, le 1er mai. Le point de départ, c'est les conditions de travail au XIXe siècle, et en particulier pour les ouvriers. Et c'est pas de la tarte. Alors juste quelques repères pour y voir un peu plus clair. En 1848, la loi dit que la journée de travail, c'est 12 heures par jour, 7 jours par semaine. Alors il y a un décret en 1851 qui dit qu'il doit y avoir le repos le dimanche, mais c'est très peu appliqué. Donc pour les ouvriers, légalement c'est la semaine de 72 heures, dans la pratique c'est 84. Maintenant, 12 heures, c'est ce que dit la loi. Mais dans la pratique, avec l'arrivée de l'électricité et donc l'éclairage le soir, ça peut aller jusqu'à 15 heures. Et il n'y a pas d'inspection du travail. En 1874, il y a une des premières grandes lois sociales, qui limite le travail des enfants. Pour les moins de 12 ans, 6 heures par jour, pour les plus de 12 ans, 12 heures. 12 heures par jour de travail pour des gamins de 12, 13, 14 ans. 25 ans plus tard, en 1900, la journée de travail passe à 10 heures. En 1906, il y a l'obligation d'avoir un jour de repos par semaine, parce qu'il n'y en avait pas encore, ce qui veut quand même dire une semaine de 66 heures. Donc, juste ces quelques dates pour entrevoir un peu ce que peut être la durée de travail d'un ouvrier de la fin du 19e. Et on parle même pas des paysans. Évidemment, tout ça dans des conditions matérielles épouvantables. Une des sources sur le sujet, c'est le docteur Villermé, qui a été un des premiers à étudier la vie et la santé des ouvriers. Alors d'après son enquête en 1840, pour qu'on comprenne un peu les ordres de grandeur, un ouvrier père de famille gagne 450 francs par an. Une mère, 300, un enfant, 165. Donc ça fait 915 francs par an. La nourriture, c'est 738 francs. Donc 80% du salaire familial part dans la bouffe. 60 francs pour une chambre, où on habite à 3, alors il n'y a pas de flotte, pas d'électricité évidemment. Et il reste 117 francs pour se chauffer, s'habiller, et le médecin si on est malade.
Et pour ça, on travaille 12 à 15 heures par jour jusqu'à la mort. Espérance de vie, moins de 50 ans. Alors, Villermé, c'est un exemple français, mais c'est pareil partout. La vie des ouvriers de l'époque, c'est vraiment pas marrant. Et c'est dans ce contexte-là que les syndicats commencent à s'organiser pour essayer d'obtenir des meilleures conditions. Alors la première internationale, l'Association internationale des travailleurs, dès 1864, demande la journée de 8 heures. En fait, c'est une revendication très symbolique, la journée de 8 heures. 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs. L'idée, c'est tout simplement d'avoir le temps de vivre. Et aux États-Unis, en 1884, au congrès de l'AFL, c'est le grand syndicat américain encore aujourd'hui, les syndicats se donnent 2 ans pour obtenir la journée de 8 heures. Et ils commencent leur manifestation un 1er mai. L'origine du 1er mai, elle est là. Alors 2 ans plus tard, en 1886, il y a une grève et des manifestations du 1er mai à Chicago. La police tire, 2 morts, 50 blessés. 2 jours après, il y a un nouveau rassemblement et un anarchiste jette une bombe qui tue plusieurs policiers. Alors, ils arrêtent plein de monde, ils fabriquent des fausses preuves, il y a un procès en papier mâché, et 5 grévistes sont pendus. Et cet événement, il va avoir des répercussions internationales. En 1889, la deuxième internationale socialiste, qui regroupe les partis socialistes et ouvriers du monde entier, se réunissent à Paris, et ils décident de faire du 1er mai une journée mondiale de manifestation, avec pour but d'obtenir la journée de 8 heures. Alors comme on disait, les manifestations à l'époque, c'est pas tout à fait pareil qu'aujourd'hui. Le 1er mai 1891, dans la manifestation à Fourmi, dans le Nord, l'armée tire sur le cortège, et il y a 9 morts. Comme à Chicago, ça marque la classe ouvrière, et ça renforce un peu plus le symbole du 1er mai. Et c'est en 1919, quasiment 30 ans après, que le Sénat finit par voter cette fameuse journée de 8 heures, ce qui fait à l'époque une semaine de 48 heures, on travaille encore le samedi. Et donc pour boucler la boucle, après la guerre, en 1946, les socialistes et les communistes décident que le 1er mai sera férié, chômé et payé, en souvenir du combat symbolique de la journée de 8 heures du début du siècle. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement une affaire de communistes, parce qu'en 1955, le pape Pie XII, qui n'était pas vraiment un trotskiste, fait du 1er mai la Saint-Joseph, saint patron des travailleurs. Donc tout ça pour dire que le 1er mai, fête du travail, férié et chômé, il découle directement de l'histoire des luttes pour les droits sociaux, et en particulier de la réduction du temps de travail. Donc avant de nous intéresser à ce que dit David Lisnard sur le 1er mai, il faut avoir ça en tête. Maintenant, petit point de vocabulaire. Est-ce qu'il faut dire fête du travail ou fête des travailleurs ? En fait, on peut dire les deux. Jules Guesde, qui était un militant de gauche acharné et qui a créé le Parti ouvrier français, c'est un de ceux qui a poussé l'idée du 1er mai dans les années 1880, a appelé ça la fête du travail. Le problème, c'est que quelques années après, le maréchal Pétain essaye de récupérer ça en faisant du 1er mai la fête du travail et de la concorde sociale. Concorde sociale, autrement dit, pas de lutte sociale. Tout le monde reste poli, tout le monde se met des petites tapes sur l'épaule, tout le monde se fait des bisous, kumbaya, mais surtout pas de revendications. Et depuis ça, on préfère parler de fête des travailleurs, ou journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs, pour pas mélanger. Donc on peut dire la fête du travail, mais il y a le risque que ça soit interprété comme une fête qui célèbre le travail. Et c'est ce que fait David Lisnard. Et c'est là qu'il faut allumer son esprit critique. Donc, David Lisnard, sa proposition, et il n'est pas le seul à la faire, c'est de donner la possibilité de travailler le 1er mai. Alors, il faut faire une petite parenthèse pour faire la différence entre jour férié et jour chômé. Alors, un jour férié, nous on associe ça au fait de ne pas bosser. Sauf que férié, ça veut juste dire que c'est un jour de fête officielle. Férié, fête, c'est comme feria, c'est la même racine. Ça veut pas forcément dire qu'on travaille pas. C'est juste que beaucoup d'entreprises ferment ces jours-là, et si l'entreprise est fermée, on va pas travailler. Mais le fait de travailler ou pas un jour férié, ça dépend de la convention collective et de notre contrat de travail. Donc il y a plein de gens qui travaillent les jours fériés. Alors, on a 11 jours fériés en France. Le jour de l'an, le lundi de Pâques, la fête du travail, le 1er mai donc, la victoire du 8 mai 1945, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, la fête nationale, l'Assomption, la Toussaint, l'armistice de 1918 et Noël. Donc ça, c'est les jours fériés. Maintenant, un jour chômé, c'est un jour où on ne travaille pas. Donc les jours fériés sont chômés pour beaucoup d'entre nous, mais pas pour tout le monde. Maintenant, la fête du travail, elle a une particularité. C'est le seul jour férié qui est obligatoirement chômé. Donc la proposition de Lisnard, c'est pas de supprimer un jour férié, comme l'avait proposé le Premier ministre François Bayrou. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. Je cite comme exemple, mais je suis prêt à accepter d'autres idées, le lundi de Pâques, qui n'a aucune signification religieuse, et le 8 mai, dans un mois de mai devenu un véritable gruyère, où l'on saute de pont en viaduc de congé. La proposition de David Lisnard, c'est de supprimer le côté obligatoirement chômé du 1er mai, et en faire un jour férié comme les autres. Et ajoute-t-il, en payant les gens double. Et puis, ce qu'il faut surtout, c'est que tout le monde puisse travailler et qu'on soit payé double parce que c'est un jour férié. Alors prenons d'abord la défense de David Lisnard, ensuite on passera à ce qu'il dit par notre esprit critique. Qu'on soit d'accord ou pas avec lui, sa proposition, elle est légitime. Il a une vision assez classiquement de droite, il pense que c'est en travaillant plus que la société ira mieux, donc il veut qu'on puisse travailler plus. Et donc laisser aux salariés la possibilité de bosser le 1er mai, comme pour les autres jours fériés, c'est une manière de le faire.
Alors certains diront, mais justement, le 1er mai, c'est pas comme une fête religieuse, c'est un acquis social. Il est différent. On répondra volontiers que d'abord, c'est pas un acquis, mais un conquis social, et ensuite, c'est pas un argument solide, parce que c'est pas parce que ça fait depuis 1946 qu'on fait un truc que c'est une bonne chose. Le principe de la démocratie, c'est de pouvoir discuter de tout le temps, y compris des sujets qu'on n'a pas envie de remettre sur la table. Donc, David Lisnard, il fait une proposition, on peut être d'accord ou pas, mais sur le principe, elle tient la route. Maintenant, on allume notre esprit critique. Il nous semble qu'il y a au moins 2 problèmes dans ce qu'il dit. Un problème de forme et un problème de fond. D'abord, la forme. Imagine un pays où, pour fêter le travail, on t'interdit de travailler. Alors, la formule marche, il y a un peu d'ironie pour souligner l'absurdité de la situation, mais ça tient pas la mer. D'abord, la loi interdit pas de travailler le 1er mai. Les boulangers, les fleuristes, les taxis, tous les indépendants peuvent ouvrir leur boutique. La loi interdit de faire travailler les autres, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ensuite, le 1er mai, on fête pas le travail, on fête la libération, l'émancipation d'une vie où on faisait que travailler. Et c'est pour célébrer ça qu'on bosse pas ce jour-là. Et donc c'est pour ça qu'il vaut peut-être mieux parler de fête des travailleurs, pour pas faire la confusion. Donc David Lisnard, il fait ce qu'on appelle un contresens. Alors on s'est tous pris ça sur une copie un jour à l'école, contresens. C'est une manière polie du prof pour nous dire que on est vraiment passé à côté. Donc proposer de travailler plus, c'est une idée qui peut s'entendre. Mais penser que le 1er mai, c'est fêter le travail en travaillant, ça découle, nous semble-t-il, d'une compréhension approximative de l'histoire. Maintenant, sur le fond, certains d'entre nous pensent que pour aller mieux, le pays doit produire plus, doit travailler plus. Il faut travailler plus. Il faut que toute la nation travaille plus. On doit travailler plus. Il va falloir qu'on travaille plus. Et surtout, il faut travailler plus. Nous avons besoin de travailler plus. Alors travailler plus, pourquoi pas, mais il faut faire très attention, parce qu'on met beaucoup de choses très différentes là-dedans. D'abord, il y a travail et travail. Le premier truc qu'il faut voir, c'est que certains s'accomplissent dans leur travail, d'autres y laissent la santé. Alors, avec Nathan, pour prendre notre exemple, on a la chance, parce que c'est vraiment une chance, de travailler sur des sujets qui nous intéressent, d'apprendre plein de choses, de rencontrer des gens chouettes et d'avoir de la reconnaissance. Alors oui, des fois on a beaucoup de travail, oui, des fois on est stressé, mais dans l'ensemble, on est extrêmement privilégié. On a un travail qui est pas vraiment un travail. Ou en tout cas, c'est un travail qui est source d'une grande satisfaction. Celui ou celle qui embauche à 4 heures pour bosser dans un abattoir, c'est pas la même. Donc travailler plus, pourquoi pas sur le principe, mais ça veut pas du tout dire la même chose pour tout le monde. Ensuite, il y a une discussion à avoir sur ce que c'est que le travail, à commencer par la distinction entre travail et travail salarié. Exemple, quelqu'un fait le ménage chez vous. Il ou elle est déclaré, chaque emploi-service, c'est compté comme du travail. Si vous passez vous-même l'aspirateur, et c'est ça pour la plupart d'entre nous, c'est pas du travail. En tout cas, c'est pas comptabilisé comme tel. Pourtant, c'est le même aspirateur. Autre exemple, vous vous impliquez dans une association, vous aidez au secours populaire le samedi. C'est pas compté comme du travail, pourtant, ça aide la société. La question, c'est où est la limite entre le travail et pas le travail. Donc, travailler plus, pourquoi pas, mais de quel travail on parle? Et puis il y a tout un tas de sujets qui sont directement liés. Par exemple, la liberté. C'est le premier mot de notre devise, donc on va dire que c'est un truc important pour nous les Français. Le contrat de travail est le seul contrat qui établit une subordination. Sur les 30 millions d'entre nous qui travaillent, 89% sont des salariés. Autrement dit, 27 millions d'entre nous travaillent 8 heures par jour dans un rapport d'obéissance. La Révolution a fait du français un roi dans la cité, disait Jean Jaurès, et l'a laissé serve dans l'entreprise. Il n'y a pas de meilleur résumé que ça. Donc, quand on parle du travail, il nous semble raisonnable d'avoir cette idée de liberté dans un coin de tête. Donc c'est 2-3 réflexions pour dire que le sujet du travail, c'est un sujet qui est passionnant, mais qui est très large. Donc les propositions de type « il faut bosser plus », oui, mais c'est plus complexe que ça. Maintenant, on disait que la proposition de David Lisnard titillait notre esprit critique sur le fond. En fait, c'est encore une histoire de mots, mais c'est des mots qui soulèvent un problème de fond. Celui de la liberté, justement. Il faut laisser la liberté de travailler, nous dit David Lisnard. Que ceux qui veulent bosser puissent le faire. Alors si on fait confiance à son bon sens, on se dit « il a raison. Pourquoi obliger à chômer ce jour-là? Laisser les gens libres de faire comme ils veulent. » Et c'est là qu'il faut se méfier de nos croyances et de nos préconceptions. Et si on peut essayer de les retourner un peu. Parce que on part tous du principe que la liberté c'est bien. Est-ce que c'est toujours le cas? Il y a cette formule qui est restée célèbre, que tous les étudiants en droit et en sciences politiques apprennent, d'Henri Lacordaire, c'était un dominicain, un des précurseurs du catholicisme libéral. Et Henri Lacordaire dit « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. » Elle est folle cette phrase, et l'idée derrière encore plus. Elle retourne le principe que la liberté c'est forcément bien. Mais parfois pas. Parce que dans un rapport de force inégal, la règle, la loi, protège le faible. Et c'est la liberté qui fait gagner le fort. Quand un patron demande à un salarié de travailler un jour férié, et que c'est pas dans son contrat, théoriquement, le code du travail dit que le salarié peut refuser. Dans la pratique, vous voulez pas vous mettre à dos votre patron. Parce que c'est lui qui dira oui ou non pour vos dates de vacances, c'est lui qui dira oui ou non pour votre augmentation, etc. Et donc, vous dites oui. Le rapport de force est inégal. Autrement dit, liberté de travailler le 1er mai. Oui, pour certains. Et pour d'autres, ça devient vite une obligation. Quand on a des contraintes, surtout quand c'est des contraintes matérielles, c'est-à-dire quand on doit payer son loyer, quand on doit nourrir ses enfants. L'argument de la liberté, il est vite hors piste. Parce que quand on a une famille à nourrir,
la liberté de dire oui ou non, elle devient un concept assez abstrait. On fait ce qu'il faut, on accepte ce qu'il faut parce que on n'a pas forcément le choix. Donc voilà pour l'esprit critique qu'on peut avoir sur le fond de cette idée. Travailler plus, c'est une position qu'on peut entendre. Mais il nous semble que l'argument utilisé pour ça, par David Lisnard, celui de la liberté de travailler, il est fragile. Maintenant, soyons pas naïfs. David Lisnard, il a vu du pays, il est passé par Sciences Po à Bordeaux, il connaît l'histoire sociale du pays. J'ai l'impression qu'on est sur un débat du 19e siècle, et je comprends les syndicats qui sont attachés à la symbolique du 1er mai, les grands combats de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, voilà. Mais qu'on soit attaché à ce jour-là, pourquoi pas ? Il sait aussi que c'est pas les quelques boulangers et fleuristes qui vont ouvrir le 1er mai qui vont avoir le moindre effet sur la croissance économique. La raison pour laquelle il propose de pouvoir travailler le 1er mai, nous semble-t-il, c'est le symbole. C'est un conquis social, le 1er mai. C'est un marqueur de la gauche. Et donc, il mène la bataille culturelle contre. En tant qu'acteur politique de droite, c'est son rôle. Le nôtre, c'est de remettre en question ses arguments, les passer par notre esprit critique, et ensuite, nous faire, chacun et chacune, notre opinion à nous. Merci à toutes et tous qui nous suivez sur cette chaîne, merci à toutes et tous qui nous encouragez, merci à toutes celles et ceux d'entre vous qui nous soutiennent sur Tipeee, ponctuellement ou régulièrement. Régulièrement, évidemment, c'est mieux, ça nous donne de la visibilité. C'est grâce à vous qu'on peut se payer et faire des journées d'à peu près 8 heures. À bientôt sur l'Esprit Critique.